C'était un petit extrait qui présentait une dame qui est mannequin aux États-Unis et peut-être que vous l'avez vu, et qui a été amputée des deux jambes à l'âge de 1 an et qui depuis porte des prothèses et qui défend que ces prothèses sont meilleures que ses jambes en vrai. Parce que elle a 15 paires de jambes différentes, qu'elle peut faire du shopping de jambes, que la jambe bionique, on n'a pas besoin de s'épiler, qu'on n'a pas besoin de se faire les ongles, qu'elle peut choisir sa taille, etc., etc. Et elle disait en gros qu'au début, si on lui avait dit est-ce qu'elle aurait voulu garder ses jambes normales, bien sûr qu'elle aurait dit oui, mais que maintenant, aujourd'hui, si on lui posait la question, elle hésiterait. Et elle peignait un peu une sorte de futur où on irait tous faire du shopping de nos membres qui seraient sous garantie, etc., etc. Bon, c'est un moyen un petit peu violent de rentrer directement dans le sujet. Du coup, la question, c'est un petit peu ça. Il y a de plus en plus on va peut-être commencer par toi, Alain, de plus en plus un discours, un discours hyper positiviste, un peu de rêve du progrès, comme ça, qui s'affirme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de l'avancée de ça ? Il y a un courant aux États-Unis qui commence à être très fort, qui s'appelle le courant transhumaniste, qui est un courant qui décrète ou essaye de postuler que l'homme tel qu'il est dans sa configuration actuelle doit être dépassé, doit être augmenté, et qui doit être augmenté à la fois dans ses capacités cognitives et aussi dans ses capacités physiques, donc par des ajouts, des adjonctions, des greffes, des technogreffes, des barrettes dans la mémoire, etc. Donc ce courant est relativement, pour nous, anecdotique en France, ou nous fait plutôt sourire. Il est quand même assez puissant aux États-Unis, il bénéficie de lobbies assez forts. Il est très en vogue dans la Silicon Valley, et vous savez que la Silicon Valley a un impact assez massif sur nos vies, de par la technologie justement qu'elle a mondialisée. Et moi, je trouve ce mouvement assez ignoble et assez profondément contre-productif pour l'espèce humaine, au sens où, si tu veux, le principe pour moi, c'est qu'il considère l'être humain normal comme fondamentalement handicapé par rapport à l'homme augmenté. Tu vois, c'est-à-dire qu'il pose notre constitution physique, psychologique et intellectuelle actuelle, celle dont on hérite, la biologique, comme étant finalement déceptive et à dépasser et à augmenter. Voilà. Et pour moi, on est typiquement dans ce que j'appelle un storytelling para-religieux, c'est-à-dire c'est le principe que c'est dans un au-delà, c'est dans un désir à atteindre, c'est dans une visée à atteindre que se trouve la félicité et le bonheur accessible. C'est très pratique parce que ça permet de vendre beaucoup de choses, donc c'est se couple extrêmement bien avec le technocapitalisme, mais on est vraiment dans une approche, donc parmi les prêtres de ce type de mouvement, il y a quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil, que beaucoup doivent connaître ici, je pense, qui est directeur de la recherche chez Google, qui a considéré à une époque, en 2029, il y allait avoir l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle plus intelligente et plus puissante que l'être humain. Puis après, il a décalé à 2045 parce qu'il s'est dit en 2029, je suis encore vivant, c'est peut-être un peu chiant. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un storytelling où il y a un messie, il y a une prophétie, l'avènement de l'IA, il y a aussi la prophétie que l'homme va être dépassé, donc, puisque l'IA nous dépassant, pour réussir à compenser, il faudrait que nous, on s'augmente. Bien sûr, si l'IA est là, il faut que nous, on soit à sa hauteur, ou qu'au moins qu'on puisse communiquer avec elle et échanger. Donc, et cette IA, c'est quoi? C'est une sorte d'arrivée, moi j'appelle l'IAV, l'IA véridique, IAV qui revient sur Terre, c'est-à-dire que c'est la parousie, le retour de Christ sur Terre, etc. Donc quand tu regardes, c'est extrêmement intéressant, ça naît aux États-Unis, c'est normal, parce que cette structure mentale para-religieuse, elle a beaucoup plus d'impact d'un point de vue mythologique aux États-Unis qu'elle l'aurait chez nous, mais là-bas ça fonctionne très bien. Donc prophétie, messie, parousie, et surtout cette idée qu'il y aura une force plus grande que nous, plus intelligente que nous, qui pourra nous diriger, qui pourra faire les choses bien mieux que nous, parce qu'elle sera une IA. Et le transhumanisme suit dans ce mouvement-là. Donc moi, tout ça me fait profondément gerber, et d'autant plus que voilà, je suis profondément un spinoziste, je suis profondément un nietzschéen, c'est-à-dire je crois profondément à la vitalité de l'homme. Je pense que l'homme a absolument tout ce dont il a besoin pour vivre, et pour vivre une vie intense, riche, extrêmement puissante et belle. Je ne me considère pas, et je ne considère pas l'espèce humaine comme handicapée. Je considère qu'on est très très loin d'avoir été au bout de ce que peut l'homme, et que c'est justement un des buts de la vie, c'est d'essayer d'aller au bout de ce qu'on peut,
en tant qu'être humain, c'est-à-dire au bout de ses capacités imaginatives, au bout de ses capacités émotives, sensuelles, intellectuelles, et je pense qu'on a énormément de choses à faire, et que le transhumanisme vient couper ça, vient projeter une sorte de désir artificiel qui nous empêche de faire le chemin et qui nous donne une solution qui pour moi est totalement plaquée, et je trouve ça extrêmement réactif et extrêmement décadent en fait, pour tout vous dire, pour parler comme un Nietzschéen, la décadence chez Nietzsche. Voilà. Bon, en gros, j'essaie d'aller vite. Adrienne. Mais moi, je vais vous en parler en tant que porte-parole d'une association de défense des droits fondamentaux. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le transhumanisme ou sur le progrès en tant que tel? Pas mal de choses, en fait. Parce que, bon, je partage à titre personnel les idées de Alain, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi se poser la question de plus on considère l'humanité, dans le sens ce qui fait l'espèce humaine, comme quelque chose de petit et de dépassable, plus ça veut dire qu'on va l'augmenter avec des choses qui ne sont pas humaines. Et quand on les augmente avec des choses qui ne sont pas humaines, c'est des choses qui sont forcément créées par d'autres et contrôlées par d'autres, ou vendues, ou achetées, ou dépendantes. Finalement, mon humanité, mes droits, moi, mon exercice de mes droits, ça m'est profondément personnel. Si on commence à m'augmenter avec des choses, je vais dépendre beaucoup plus d'autres entités, entreprises, instituts de recherche, pouvoir public ou que sais-je, qui vont avoir un pouvoir sur cette partie de moi qui va être augmentée ou sur cette partie de la société ou de l'exercice de la société qui va être augmentée. Il ne faut pas simplement penser aux jambes bioniques, c'est pas que ça en fait. La question du progrès technique. Il y a aussi la numérisation progressive de nos vies de manière générale. Le fait, par exemple, qu'on ait de plus en plus de difficultés à avoir accès à un être humain dans l'administration, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois m'adapter à la forme robotique. C'est pas un robot qui marche, mais vous connaissez tous la galère immense du répondeur téléphonique de la CAF ou de Pôle emploi, où c'est à vous de rentrer dans le moule et certainement pas au moule de répondre à vos attentes. Si vous ne rentrez pas dans la case, vous êtes mort. Pour moi, l'idéologie progressiste sans limite, elle arrive là. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, je crois profondément que le développement des outils numériques est une potentialité d'émancipation formidable pour l'être humain. Simplement, il faut arriver à faire la balance entre les deux, à savoir ce qu'on veut faire de ces outils numériques, ce qu'on ne veut surtout pas qu'ils fassent, qu'on soit conscient que ce sont des outils et non pas nos maîtres, qu'on doit constamment maîtriser la machine et ne pas être maîtrisé par la machine. Si je suis sûre qu'ici, il y a plein d'utilisateurs de logiciels libres et qui donc comprennent ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que je ne suis pas l'esclave de ma machine. En ce moment, par exemple, si vous êtes sur Windows, vous avez une saleté qui est Windows 10 qui veut absolument s'installer sur votre ordinateur. Et il faut que vous rusiez en permanence pour que ce truc ne s'installe pas sur votre ordinateur. C'est insupportable. Vous êtes soumis à votre machine. Si vous utilisez Linux, par exemple, Linux ne vous oblige jamais à faire une mise à jour. C'est quand même génial. Vous décidez de la faire. Vous n'avez pas à attendre 20 minutes en allumant votre ordinateur parce que Microsoft a 4500 mises à jour à faire. Donc, je caricature avec des choses un peu du quotidien, mais c'est un petit peu ça. Pour moi, l'enjeu majeur de la question du progrès technique, c'est qui maîtrise ce progrès? Est-ce que l'homme le maîtrise? Est-ce que c'est l'industrie qui le maîtrise? Est-ce que c'est l'État qui le maîtrise? J'imagine qu'ici, on a un public pas mal à gauche qui a foi en l'État. Moi, j'ai plus foi en l'État, personnellement. Donc, je ne lui fais pas plus confiance qu'à Google pour préserver mes libertés. Et l'alliance entre les deux me fait horreur. Donc, et aujourd'hui, on est dans cette alliance entre les deux. Donc, c'est là où peut-être on peut avoir des divergences, où pour moi la question des droits individuels est importante parce que je crois beaucoup au collectif. Je pense que le collectif peut nous permettre de reprendre le contrôle sur la machine. Et en même temps, aujourd'hui, si le collectif c'est un État qui est de plus en plus surpuissant dans sa volonté de contrôle ou des aspirations industrielles et marketing, je ne leur fais pas confiance. Je pense que le collectif ne vaut que, aujourd'hui, hors de l'État, hors de l'industrie. Mais, donc,
pour terminer sur cette question de progrès, je pense qu'il faut se garder de rire du transhumanisme. C'est quelque chose de sérieux qui arrive aussi en France. De plus en plus, alors j'ai un nom en tête, mais comme je ne suis pas tout à fait sûre du prénom, je ne voudrais pas spotter quelqu'un. Mais il y a un médecin en France qui est invité sur plein de radios, qui pense que bientôt on va plus mourir, qu'on sera augmenté en permanence. Mais au-delà de ça, c'est des voitures qui sont l'arrivée des voitures autonomes. Ça a l'air super génial, mais en fait, petit à petit, on est en train d'arriver vers des choses qu'on ne maîtrise plus du tout. Dans la vie du quotidien, on a beaucoup de choses qui sont déjà robotisées. Et je pense qu'on a besoin d'une réflexion très profonde sur la maîtrise de ces outils, plus que sur le type d'outils. Je ne pense pas qu'il faille interdire... Enfin, s'il y a des choses qu'il faut interdire, mais je ne pense pas que l'enjeu soit dans l'interdiction de tel ou tel progrès technologique. L'enjeu, il est dans la maîtrise de ce progrès technologique. Alors Alain, c'est juste une question de maîtrise du coup ? C'est vrai, mais il y a quelque chose quand même de plus complexe à mon sens, c'est qu'il y a des technologies que moi j'appelle des machines mondes ou des technologies mondes, qui sont que c'est extrêmement différent des technologies de première génération. Les gens disent, bon, bah, on a l'impression qu'ils voient la technologie comme un marteau. Il y a certaines personnes qui disent, bah, on utilise ou on n'utilise pas, c'est à nous, bah, si tu veux pas de téléphone portable, tu n'utilises pas. Et c'est pas un problème. Mais si, c'est un énorme problème. Pourquoi ? Parce qu'une technologie monde comme le téléphone portable et les réseaux téléphoniques font que si tu choisis, comme je l'ai fait, de ne pas avoir de téléphone portable, tu t'exclus de fait de tout un échange social et de tout un réseau social extrêmement fort. C'est-à-dire que quand tu as 98% de pénétration des téléphones portables, tu es une anomalie et tu es un asocial quand tu n'as pas de téléphone portable. Et tu fais flipper tout le monde, quoi. Moi, chaque fois que je suis invité quelque part, je leur dis j'ai pas de téléphone portable, ils sont tous si jamais il n'arrive pas, comment je vais être prévenu ? Il y aura tous les gens dans la salle et je ne saurai pas, etc. Donc ça génère une incertitude chez les gens dont on n'a absolument plus l'habitude et qui est complètement anxiogène. Donc, ça veut dire que je peux ne pas choisir de téléphone portable, mais j'impacte les gens et je suis dans un monde où la joignabilité et le continuum de la communication sont un prérequis. C'est ce que j'appelle une technologie monde. C'est pareil sur la voiture, c'est Ivan Illich qui l'avait dit et c'est vraiment un texte à lire où il explique en disant, bon, moi j'ai pas le permis de conduire, hein, j'ai tous les défauts, hein, donc j'ai pas le permis, mais je ne pourrais jamais faire, et je peux décider de ne pas utiliser de voiture si je suis écolo ou je sais pas quoi, mais je pourrais jamais décider que les villes et toutes les villes du monde sont structurées autour de la voiture, autour de la circulation des voitures dans la ville, que le trottoir lui-même est une invention de la voiture, que les autoroutes et la structuration de l'espace rural, avec les autoroutes et les coupures urbaines que ça implique, sont une création de la voiture. Donc la voiture a créé un monde autour d'elle qui fait que tu utilises ou pas la voiture, tu es dans un monde voiture. Voilà. Et ça implique évidemment toute une industrie pétrolière, etc. Je vous passe les détails. Donc, il y a des technologies qui amènent un monde autour d'elles et qui t'incluent dans ce monde-là. Et tu as des technologies où tu peux les prendre et pas les prendre. Je peux prendre un marteau et taper sur un clou, ou je peux ne pas le prendre. Ça ne change rien. Ce n'est pas une technologie monde, le marteau, quoi. Et il y a plein de technologies qui ne sont pas des technologies monde. Donc, c'est vraiment important quand une technologie émerge comme Internet, comme le smartphone, etc., de se demander si dans le cadre d'une technologie qui va totalement repenser, révolutionner notre rapport au monde, notre rapport aux autres et notre rapport à nous-mêmes. Et Internet et le smartphone font partie de cette technologie-là. Donc c'est extrêmement difficile de s'en défaire et de dire on va récupérer une maîtrise, qu'elle soit étatique, gouvernementale, collectiviste, communautaire, individuelle. Parce qu'on est entretissé, on est emmailloté, cette technologie nous traverse, elle fait partie de notre quotidien, on est tissé en fibre optique, quoi. Voilà, donc du coup c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Tu veux réagir, Adrienne ou... Non, je suis d'accord sur la notion de technologie monde ou de technologie outil. Je pense que c'est effectivement important. Je pense également qu'il faut arriver à tordre le cou de certaines idées comme quoi il y a deux tensions. Il y a le progrès, c'est forcément bien, et le progrès, c'est forcément pas bien. Enfin, il y a vraiment ces deux tensions-là. Aujourd'hui, pour les gens comme moi ou comme les gens de la Quadrature du Net, c'est très compliqué parce qu'on est à la fois des très grands technophiles et des grands technophobes. Peut-être parce qu'on connaît assez bien comment ça fonctionne, on en a très peur. Et en même temps, on a ce devoir d'accompagner les gens là on vous fait pas mal peur, et en même temps on pense profondément que on ne pourra s'en sortir qu'en maîtrisant cette machinerie. Donc il ne faut pas trop faire peur non plus. La solution n'est pas que tout le monde jette son téléphone portable en sortant, parce qu'on se retrouve des parias dans la société, je suis tout à fait d'accord. Et donc sur cette question du progrès, je pense qu'on a un des enjeux pour moi est la question de la connaissance.
et donc ce que je disais tout à l'heure, la maîtrise de qui décide ce que fait la machine et ce qu'elle ne peut pas faire, et la question de la connaissance. On a un déficit de connaissance énorme sur la manière dont fonctionne Internet. La question de tout à l'heure était très bien parce qu'elle montrait ça. Pourquoi est-ce qu'on laisse des traces ? Finalement, on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment fonctionne Internet. On ne sait pas... est-ce que tout le monde ici sait ce que c'est qu'un serveur ? Est-ce que tout le monde ici sait ce qu'est un DNS ? Probablement non. Et moi, je ne le savais pas il y a encore quelques années. Tant qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, on est esclave de cette technologie. On a absolument besoin de la comprendre. Et ce n'est pas le fait d'aller distribuer des tablettes au collège qui va changer quoi que ce soit. La question est de vraiment maîtriser, sans que tout le monde soit expert absolu des choses, de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une métadonnée, par exemple. Là, depuis tout à l'heure, on parle de surveillance, en fait, on parle de beaucoup de métadonnées. Qu'est-ce que c'est qu'une métadonnée ? Qu'est-ce que ça révèle de nous ? Qu'est-ce que permet l'analyse des métadonnées ? Aujourd'hui, on entend parler de big data partout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? On a un enjeu éducatif énorme et qui est pour moi la clé de l'émancipation par rapport à ce progrès technologique, c'est-à-dire d'arriver... Pour moi, l'émancipation, c'est pas de s'en passer, c'est d'arriver à le dominer, à le maîtriser et à garder sa stature d'individu ou de société face à la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, tu vas enchaîner ? Vas-y, allez. Juste, je renchéris sur ce que tu dis, c'est tout à fait vrai et fondamental, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on appelle la position du hacker, mais au sens anglais. Vous savez que hacker en anglais, c'est bricoler, c'est bidouiller. Et apprendre aux gamins à bidouiller, ça veut dire apprendre à savoir comment on monte un ordinateur, apprendre à savoir comment on code, comment on programme, comment on fait un petit programme, comment ça fonctionne. C'est absolument fondamental parce que c'est comme ça qu'ils reprendront la main sur les machines et c'est comme ça qu'ils arriveront, à crypter, à brouiller s'ils ont besoin, à rendre inaccessibles certaines parties de leur disque dur, à faire des choses que 98% d'entre nous ne savent pas faire, quoi. Donc là, il y a un enjeu éducatif majeur sur la réappropriation de l'outil informatique qui n'a pas été fait. Et c'est vrai que foutre des tablettes dans les écoles où on apprend juste aux gamins à effleurer la tablette et puis avec une technologie qu'un enfant de 2 ans maîtrise déjà et qui donc n'apprend strictement rien et surtout ne leur donne pas la main sur qu'est-ce que c'est coder, programmer, se réapproprier, je pense que c'est nul, tout simplement. Et donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Ça, Est-ce que... Ah, monsieur question, ouais. Enfin. Une petite anecdote et après une question. Il se trouve que... Merci, oui. Hier, c'est mieux. Hier, ma maman a fait une hausse de tension. Pas électrique, hein, c'est niveau sanguin. Vous n'avez pas entendu ? Non. Vous entendez, vous ? Oui, vous entendez là ? Donc il se trouve que hier, ma maman a fait une hausse de tension. Donc je disais pas électrique, sanguine. Et je l'ai amenée chez son médecin. Il lui a mis une machine sur le bras. Et cette machine, elle analyse toute seule, en fait, et elle affiche sur un écran les chiffres haut et bas de la tension. Il enlève la machine et ensuite... il remet le vieux système où on mettait juste un brassard qui gonfle et il met son stéthoscope dessous, il le met aux oreilles et il dit « Je ne fais pas confiance à la machine ». Là, j'ai failli lui faire la bise. L'autre question qui peut aller avec, qui est arrivée là, c'est que pensez-vous des travaux de Bernard Stiegler ? C'est très bien, Stiegler. Moi, je lis un peu ce qu'il fait, je suis ses conférences et ses interviews. C'est un de ceux qui, le plus intensément, suit justement l'évolution de la technologie, son impact social sur nos vies. Et c'est lui qui, notamment, a retrouvé ce concept de pharmacone, qui est extrêmement intéressant, où le pharmacone étant un remède et un poison à la fois. Et je trouve que c'est une façon de lire la technologie qui est extrêmement juste, c'est-à-dire que le mail, le smartphone, le chat, la voiture automatique, etc., sont des remèdes en partie pour quelque chose, mais génèrent aussi un poison qui parfois va être difficile à s'échapper. Moi, je voudrais rebondir encore sur autre chose. Là, je suis désolé de vous saouler, mais pour moi, c'est important parce que c'est vrai que le problème dont parle Adrienne, et on l'a beaucoup, moi, dans toutes les conférences, je l'ai, notamment les conférences de science-fiction, etc. Les gens disent « Ouais, mais de toute façon, vous êtes là à dire la technique, mais la technique, c'est génial, c'est émancipateur, ça apporte des choses fabuleuses. » Oui, tu vois.
Et donc, au final, les gens, au bout d'un moment, ils disent, donc tout dépend de la façon dont tu utilises la technique. Donc déjà, j'ai parlé de la technologie monde, mais il y a un autre aspect. Moi, j'ai essayé de réfléchir à un moment donné. J'ai essayé d'aller chercher dans la philo, surtout des choses qui pouvaient m'aider et m'éclairer. Et je vous soumets comme ça une idée, en tout cas un critère qui me paraît intéressant. C'est la distinction, j'en ai parlé tout à l'heure, donc tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu, hein, mais entre pouvoir et puissance. C'est-à-dire que je crois que les technologies contemporaines, comme toute technologie, la technologie nous apporte une maîtrise sur le monde, nous apporte un contrôle sur le monde, et surtout nous apporte plus profondément un pouvoir. Et on nous vend, toute technologie qu'on nous vend partout, comme un accroissement de pouvoir. Le pouvoir, moi je le définirais assez simplement, c'est le pouvoir de faire faire. C'est-à-dire, c'est de déléguer à la machine, à l'application, au logiciel, à tout système technique, de déléguer l'action, au lieu de la faire, nous, directement. Je prends un exemple très simple, vous prenez le GPS, vous arrivez à Bordeaux, moi je ne connais pas Bordeaux, je suis dans ma voiture, je dois aller à la Bourse du Travail, j'appuie Bourse du Travail, et puis la voiture va me guider. Je ne vais rien assimiler de la ville, en vérité. C'est-à-dire que je vais regarder la carte, je vais suivre, on va me dire tourne à droite, tourne à gauche, va tout droit, 200 mètres, tu fais demi-tour, etc. Donc, j'ai plus de pouvoir, j'ai le pouvoir de me guider dans Bordeaux alors que je ne connais absolument pas la ville. Mais je l'ai délégué à la machine. Qu'est-ce que ça me retire en termes de puissance? Ce que j'appelle, moi, la puissance, c'est la puissance de vivre, c'est la puissance de persévérer dans son être, ce que Spinoza appelle le conatus, c'est la capacité d'exercer ses facultés d'imagination, de pensée, d'émotion, de réception, d'écoute, etc. Si j'utilise le GPS, je vais aller à mon objectif, je serai à la Bourse du Travail peut-être à l'heure. Si je ne l'utilise pas, il va falloir que j'utilise une carte routière, il va falloir que je repère des éléments clés dans la ville, la place de la Victoire, telle rue, la Garonne. Je me repère avec le soleil, je m'oriente, je mémorise des éléments, des coins de rue, des cafés. Je vais mémoriser plein de choses, je vais me construire la ville mentalement. Cognitivement, je vais commencer à faire exister la ville en moi, de façon 3D, comme ça, un peu bâtarde, un peu hybride, mais je vais créer une mémoire de cette ville. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Je trouve que je vais incarner quelque chose, je vais le faire vivre, je vais le mémoriser. Ça va être imparfait, ça va être bordélique, mais c'est ma cognition qui réalise ça. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle la puissance. Pareil sur les moteurs de recherche. Je veux dire, très souvent, je suis comme tout le monde. Je me rappelle plus la guerre de Troie, je me rappelle plus ce que fait Achille, je me rappelle plus dans quel camp est Hélène, etc. J'appuie Wikipédia, je vais chercher, et je fais pas l'effort de mémorisation. Or, je me rends compte que quand je fais des conférences comme ici, pour pouvoir simplement aligner des mots, aligner des idées, penser sur une conduite, il faut que j'ai des piles de ponts mémoriels, il faut que je me souvienne un peu de ce qu'a dit Deleuze, il faut que je me souvienne un peu de ce qu'a dit Foucault, il faut que je me souvienne un peu de ce qu'a dit Stigler ou Spinoza ou je ne sais pas quel philosophe que je vais utiliser. C'est-à-dire que si je n'ai pas ces éléments mémoriels ancrés en moi, je ne peux pas penser correctement ou je vais penser un peu petitement, tu vois. Et donc, je perds en puissance. Voilà. Et c'est pareil, je donnais l'exemple aussi parfois sur les traducteurs automatiques. Imaginons, je rencontre une Anglaise, je ne parle pas anglais, ou je rencontre une Taïwanaise, et je parle dans mon smartphone, et ça traduit ce que je dis à la Taïwanaise, elle peut me parler, il se passe un truc, tu vois. Waouh, super. Mais quelle puissance, et quelle écoute, et quel rapport quand tu ne comprends pas la langue, et que tu es obligé de parler par les mains, et que tu es obligé de comprendre un sourire, et que tu es dans l'incertitude de ce qu'elle t'a dit, et qu'elle est dans l'incertitude de ce que tu lui as dit. Il se passe autre chose émotionnellement que de traduire comme ça directement. Donc voilà, donc à chaque fois, moi, qu'on m'amène une technologie, je me dis, qu'est-ce que ça accroît comme pouvoir? On le voit généralement assez facilement parce que nous le vendons technologiquement et commercialement, mais qu'est-ce que ça impacte en termes de puissance? Et parfois, les deux sont impactés positivement. Et parfois, ça accroît ma puissance extraordinairement. Moi, Wikipédia, Internet, quand j'écris, c'est extraordinaire. Ça m'aide à créer plus vite, ça m'aide à chercher l'information plus vite. Je n'ai pas allé en bibliothèque, c'est extraordinaire comme soutien à la création, par exemple. Donc ça m'a empuissanté, quoi, tu vois. Mais il y a d'autres technologies, je prends le téléphone portable et je parle pour moi, qui fait que le simple fait de penser que je peux être joint ou que je dois joindre et d'écouter mon répondeur et d'avoir cette laisse électronique sur moi, ça m'impuissante. C'est-à-dire que ça m'empêche de partir, ça m'empêche de rêver, ça m'empêche de créer, ça m'empêche d'être dans un espace libre dans ma tête. Tu vois. Et c'est pour ça que je n'ai pas de portable avant même l'aspect technologique, avant même l'aspect surveillance. Quoi. Et donc, voilà, se poser la question sur chaque technologie, c'est peut-être un critère plus intéressant de est-ce que c'est bon usage ou mauvais usage, c'est est-ce que ça m'impuissante ou est-ce que ça m'empuissante? Et la réponse, elle est souvent individuelle, elle est souvent personnelle, elle dépend de chacun, mais elle est parfois collective. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui impuissantent tout le monde, quoi, tu vois. Typiquement, la saturation dans l'économie de l'attention des publicités, où on est harcelé de publicités tout le temps sur Internet, ça impuissante tout le monde, ça ferme tout le monde, et c'est insupportable. Les spams, ça impuissante tout le monde. Voilà. Donc, plutôt réfléchir dans ce cadre pouvoir-puissance. En tout cas, voilà, ça ne vient pas de moi, ça vient de Spinoza. Hein, ça a été repris derrière par Deleuze.
ça a été développé par Benassaya, c'est présent aussi chez Nietzsche, c'est un concept qui est assez fort dans l'histoire de la philosophie, et je trouve qu'il est très adapté à la technologie. Voilà. Je vais poser une dernière question et on va conclure la partie. Bon, une question qui vous est adressée à tous les deux, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension temporelle d'un progrès technique qui s'est vraiment accéléré, de plus en plus accéléré ces dernières décennies? Il me semble que, je me rappelle ce que tu disais, Alain, dans une autre conférence, où tu disais, avant nous, auteurs de SF, on a de plus en plus de mal en fait aujourd'hui à voir au lointain dans les évolutions du monde. Avant, on pouvait essayer d'imaginer à 20 ans, aujourd'hui, à 5 ans, on essaye même d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et est-ce que cette vitesse-là, elle n'est pas induite par le système économique dont on parlait? Et est-ce que du coup, et c'est là où on commence à faire un peu le pont avec la troisième partie, déjà si on attaquait ça, si on attaquait le système économique, le progrès aurait une autre gueule, quoi. Je sais pas qui. Oui. Je veux bien commencer. Vas-y, Adrien. Parce que ça me permet de faire le lien avec la question de la puissance et du pouvoir que je trouve très intéressante. Pendant que tu parlais, je me disais mais oui, mais en même temps. Le développement de l'invention de la roue, par exemple, qui a été un truc fondamental dans l'histoire de l'humanité, ça a permis pas mal de changements. Est-ce que ça a en puissante, enfin voilà, qu'est-ce qui a changé? Je pense effectivement que l'accélération du développement technologique est quelque chose qui fait qu'on est dominé par cette technique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'habituer et de prendre le pouvoir, justement, sur une technologie qu'elle est déjà remplacée par une autre. Donc je pense qu'un des nœuds et la question est probablement là. On a changé d'échelle en termes de vitesse et en termes d'emprise sur nos vies. C'est-à-dire que probablement l'invention de l'imprimerie est plus fondamentale dans l'histoire de l'humanité que l'invention d'Internet. Mais le passage de l'invention technologique de l'imprimerie à sa diffusion dans le grand public, elle a mis à peu près 200 ans, en gros, entre le moment où des types font des lettres avec du plomb et permettent d'imprimer plusieurs fois la même chose, et le moment où à peu près n'importe qui sachant lire et écrire avec assez peu de moyens peut faire imprimer et diffuser des choses, qui est grosso modo le milieu du XVIIIe siècle. Donc on a le temps de maîtriser la technologie, de comprendre à peu près comment ça fonctionne, de penser cette technologie, qu'elle infuse progressivement de ses créateurs vers la masse. Et donc je pense que la question de l'emprise de cette technologie sur nos vies est moins directe. Pour ce qui est d'Internet, on est dans une création, même en remontant au plus loin du démarrage d'Internet, c'est il y a 40 ans. L'Internet accessible, ça fait 20 ans, et l'Internet grand public, ça fait 10 ans. Donc le saut est beaucoup trop rapide pour qu'on arrive à prendre la main et à avoir le temps de penser cette technologie. Il y a très peu de penseurs il y a des gens qui pensent sur Internet, qui pensent la question d'Internet. Il y a des gens qui décident politiquement sur les questions d'Internet, sans forcément maîtriser bien, sans avoir forcément pensé, sans que ces gens se parlent. Entre les gens qui créent, les gens qui inventent, qui innovent, et les gens qui utilisent, la barrière est devenue extrêmement fine aujourd'hui. On a une massification, une mondialisation énorme. On a à peine le temps de comprendre qu'on peut communiquer avec tout le monde et avoir accès à peu près à une part énorme de ce qui existe au monde, que c'est déjà les objets qu'on utilise qui communiquent entre eux tout seuls sans avoir besoin de nous. Donc on a effectivement une accélération très forte. Je pense que dans la question de la maîtrise, qui est la troisième partie de cette conférence, cette notion d'accélération à relier avec les questions de pouvoir et puissance est une chose très importante. Et je pense que cette question du pouvoir et de la puissance, qui est vraiment, je trouve, très intéressante, finalement raccroche avec ce que j'essayais de dire, où l'enjeu est vraiment la maîtrise. Quand on maîtrise, on peut commencer à penser pouvoir, puissance. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que ça me libère ou est-ce que ça m'enchaîne? Est-ce que je le maîtrise ou est-ce que je le maîtrise pas? On ne peut le faire que si on a le temps, la compréhension et le droit de maîtriser cette technologie. Ouais, carrément. Et puis si on reprend l'axe princeps de gauche que moi j'adore aussi, c'est l'axe émancipation versus aliénation.
Aliénation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que alien, c'est l'étranger, quoi. C'est-à-dire que si la technique te laisse étrangère, te reste étrangère, parce qu'elle va trop vite, parce que les changements technologiques sont beaucoup trop rapides, qu'on prend choc sur choc, alors oui, tu es aliéné, parce que tu n'as aucune espèce de maîtrise. Et donc, tu t'émancipes pas. Hein. Émanciper, le mot est super beau, parce que emanciper, c'est tenir par la main. Vous savez, l'origine du mot, c'est que quand un maître choisissait un esclave, il allait le voir et il prenait sa main et il le prenait, comme ça. Donc c'est prendre par la main, en fait, émanciper. Et émanciper, ben, c'est s'enlever de la main qui nous a pris, quoi. Voilà. Et là, les machines mondes dans lesquelles on est, ben, elles nous prennent par la main, comme ça. Et personne, on n'ose pas lâcher la main parce qu'on a l'impression qu'on va être déconnecté, disjoint de la société, largué, etc. Et l'enjeu, du coup, est très difficile. En science-fiction, du coup, ça nous pose un problème, mais en même temps, ça nous ouvre un âge d'or pour moi. C'est que c'est pas tellement l'accélération technologique qui nous largue en SF, on suit assez bien ça, on fait beaucoup de veille. J'adore voir les prototypes qui sortent dans un peu tous les domaines. Mais c'est ce que j'appelle l'infobésité, quoi. C'est-à-dire l'obésité informationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un tel pullulement, une telle sporulation d'informations partout, sur toutes les technologies, il y a des recherches dans tous les sens, que le moindre sujet que vous essayez d'aborder, typiquement la robotique ou alors l'IA, il y a tellement des milliers et des millions de pages web dessus que vous êtes immédiatement largué. Donc, comme il n'y a pas la possibilité d'aller au bout ou de faire de la prospective saine et intelligente sur une technologie, eh ben on revient sur l'étalement de la flaque, on revient sur l'immense océan de données et on essaye simplement d'identifier les schémas. C'est ce que disait William Gibson, il a un très beau titre qui s'appelle « Identification des schémas ». Et je trouve que c'est ça qu'on essaye de faire en science-fiction aujourd'hui. On essaye juste d'essayer d'articuler un peu ce qui se passe, de comprendre l'impact social, l'impact psychologique, l'impact humain que ça peut avoir, et de traverser comme ça cet océan de données et d'essayer de lui donner une forme d'articulation, quoi. Voilà, voilà. Alors tu dis, ouais, vous n'avez plus d'ambition, Non, je pense que c'est une ambition encore beaucoup plus intéressante parce qu'on essaie de décrypter le présent, tout simplement, on essaie de lire le présent à notre façon, mais avec ce côté précieux que peut-être on peut avoir en écrivain de science-fiction, c'est qu'on a l'habitude, et c'est même notre mode de pensée, on essaye toujours, quand on voit une technologie, de comprendre comment cette technologie va renverser, révolutionner, retourner notre rapport au monde, aux autres et à soi-même. Cette espèce de triple impact qu'a une technologie. Et je trouve que la science-fiction, c'est ça. C'est analyser un paradigme technologique, sentir un paradigme technologique, le décrypter à travers ce triple impact sur notre rapport au monde, aux autres et à soi, quoi. Voilà. Et du coup, on est en plein dedans aujourd'hui parce qu'on a un monde qui est absolument technophile, qui est anthropotechnique, hein, c'est-à-dire que la technique est soudée et, comme on l'a dit, fusionnée à nos corps, à nos pensées, à nos modes de fonctionnement. Elle n'a jamais été autant dans l'histoire humaine, hein, il faut le dire. Donc, la science-fiction, on a du taf, quoi. On est au cœur des choses pour moi. Donc, pour moi, c'est génial, c'est un âge d'or. Ouais.